Le millionnaire parla en russe avec la femme de ménage pour l'humilier, mais sa réponse choqua tout le monde. À 5 heures du matin, Paris dormait encore sous une couche de silence brumeux. Les premières lueurs de l'aube se reflétaient timidement sur les vitres étincelantes du gratte-ciel Marchenko Industries, siège d'un empire tentaculaire fondé par l'un des hommes les plus riches et les plus redoutés d'Europe. Au 37e étage, les couloirs étaient encore vides, les lumières tamisées, et seul le bruit discret d'un chariot de ménage rompait l'immobilité. Claire Dubois poussait ce chariot avec la même régularité chaque matin. À 32 ans, elle incarnait l'invisibilité. Vêtue de son uniforme gris, les cheveux attachés, le regard baissé, elle effaçait les traces de la veille avec une précision quasi militaire. Peu de gens savaient même son prénom. Pour la majorité des employés, elle était la femme de ménage du matin. Elle ne parlait presque jamais mais entendait tout. Et derrière son apparente banalité, elle observait chaque détail. Les réunions à huis clos, les éclats de voix derrière les portes capitonnées, les regards évités, les silences pesants. Rien ne lui échappait. Ce que personne ne soupçonnait, c'était que cette femme, si méticuleuse dans son anonymat, portait un passé que peu auraient pu imaginer. Avant d'enchaîner les postes de nettoyage dans les grandes entreprises parisiennes, Claire avait vécu une autre vie. Elle avait arpenté les couloirs feutrés des ambassades, traduit des discours diplomatiques sous haute tension et partagé des dîners d'État avec des ministres étrangers. Elle parlait 5 langues couramment, dont le russe, appris durant ses années passées à Moscou en tant qu'interprète officiel pour le ministère des Affaires étrangères. Mais ce chapitre de sa vie avait été brutalement refermé, laissant place à une existence plus modeste, plus sûre, du moins en apparence. Ce matin-là, comme tous les autres, Claire entrait dans le bureau d'Anton Marchenko pour effectuer son travail. L'espace était vaste, froid, décoré de manière ostentatoire. Marbre italien, cuir noir, œuvres d'art contemporaine à peine regardées. Le milliardaire russe, fraîchement divorcé, n'était pas encore arrivé. Mais tout dans cette pièce portait son empreinte. Puissance, richesse, mépris. Anton Marchenko était une légende dans le monde des affaires. Fils d'un oligarque soviétique et visionnaire impitoyable, il avait su imposer son nom partout en Europe. Son arrivée à Paris, 2 ans auparavant, avait fait couler beaucoup d'encre. Depuis, il régnait sur son empire avec un mélange d'arrogance glacée et d'intelligence stratégique. Il traitait ses cadres avec exigence, ses partenaires avec suspicion, et ses employés subalternes avec une indifférence presque cruelle. Pour lui, ceux qui nettoyaient, servaient ou saluaient trop bas, ne méritaient ni regard, ni considération. Claire, pourtant, n'avait jamais ressenti le besoin de se rebeller. Son silence était un choix, son anonymat, une forme de protection. Elle avait appris, au prix fort, que parler coûtait cher. Alors elle avançait jour après jour dans cette routine morne, prévisible, presque confortable. Elle nettoyait, observait, disparaissait, comme un fantôme au service des puissants. Ce jour-là, pourtant, quelque chose changea. À 7h45, la porte du bureau s'ouvrit brusquement. Anton Marchenko entra, téléphone à l'oreille, vêtu d'un costume gris anthracite coupé sur mesure, lunettes de soleil encore sur le nez, malgré la lumière faible. Il passa devant Claire sans même la remarquer, comme s'il franchissait un meuble. Il s'installa dans son fauteuil, pivota face aux grandes baies vitrées et continua sa conversation. Claire, en silence, essuyait le coin d'un meuble près de la fenêtre. Elle connaissait le protocole. Ne pas interrompre, ne pas regarder, ne pas exister. Elle écoutait distraitement le russe fluide d'Anton sans y prêter d'attention particulière, jusqu'à ce que le ton change. Il rit, un rire bas, moqueur. Puis il prononça une phrase qui la figea. Il parlait d'elle. Son regard n'avait pas dévié. Ses gestes étaient restés mécaniques, mais à l'intérieur, quelque chose s'était tendu, imperceptiblement. Elle comprit chaque mot. Il évoquait sa silhouette, sa prétendue ignorance, son air de paysanne illettrée. Il disait en russe « Regarde-moi ça ». On dirait qu'elle ne sait même pas écrire son nom. Un frisson traversa son dos. Ses doigts serrèrent instinctivement le chiffon qu'elle tenait. Le tissu crissa légèrement. Elle inspira lentement, profondément. Elle aurait pu continuer. Rester invisible. Laisser passer. Elle l'avait fait tant de fois auparavant. Mais cette fois, ce fut différent. Peut-être parce que c'était dans cette langue, sa langue d'autrefois.
Peut-être parce qu'elle connaissait la brutalité derrière ces mots mieux que quiconque, peut-être aussi parce que, dans ce mépris-là, elle vit le miroir exact de ce qui l'avait brisé. Anton raccrocha toujours sans la regarder. Il consulta quelques documents sur son écran, un léger sourire ironique aux lèvres. Il ne savait pas. Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de déclencher. Claire redressa doucement la tête. Pour la première fois, elle tourna les yeux vers lui posément, sans peur. Et ce qu'elle s'apprêtait à dire allait non seulement briser le silence, mais fissurer l'armure glacée de l'homme le plus intouchable de la tour. Anton Marchenko s'installa confortablement dans son fauteuil en cuir, les jambes croisées avec une nonchalance étudiée. Sa voix, toujours en russe, roulait dans l'air comme une brise froide, articulée avec précision, mais sans chaleur. Il parlait désormais avec un ton détendu, moqueur, à peine conscient de la présence de Claire, qui continuait de nettoyer dans le silence, effacée à ses yeux comme tous les autres employés de son étage. Le combiné encore contre son oreille, il riait doucement, échangeant quelques propos avec son associé basé à Saint-Pétersbourg. « Non, tu ne me croiras pas. Ils m'ont collé une nouvelle femme de ménage. Une Française, typique. Le genre à croire que passer une serpillière est une vocation. C'est comique, vraiment. Tu verrais sa tête. Une vraie paysanne, je te jure. On dirait qu'elle ne sait même pas écrire son prénom correctement. » Il riait seul, satisfait de sa propre insolence, amusé par sa propre cruauté. Il jeta un rapide regard par-dessus son épaule, s'assurant que Claire était toujours là, effacée dans son rôle, apparemment indifférente, presque absente. Puis il poursuivit, sans baisser la voix comme s'il avait oublié qu'elle pouvait l'entendre. Ou plus exactement, comme s'il estimait que même si elle l'entendait, elle ne comprendrait rien. À ses yeux, elle n'était qu'un décor de fond dans cette pièce qui n'appartenait qu'à lui. Tu sais ce qui est drôle, c'est que ces gens-là, ils vivent autour de nous, nettoient après nous, respirent notre air, mais ils ne font pas vraiment partie du tableau. Ils sont là sans être là. C'est presque poétique, ou pathétique, je ne sais pas. Claire continuait à essuyer la surface brillante du bureau secondaire situé près de la fenêtre. Ses gestes étaient méthodiques, précis. Rien dans son attitude ne trahissait la moindre réaction. Pourtant, dans le creux de sa main, le chiffon qu'elle tenait était désormais froissé, comprimé avec une tension visible. Elle ne regardait toujours pas Anton, mais ses oreilles captaient chaque mot, chaque intonation, chaque ironie. Et en elle, quelque chose d'ancien remontait à la surface. Une mémoire musclée, forgée à Moscou dans les couloirs froids des ambassades, là où chaque mot pouvait faire basculer un destin. Elle entendait tout, comprenait tout, mieux que lui parfois. Anton, ignorant toujours l'ouragan silencieux qu'il avait déclenché, raccrocha finalement le téléphone avec un petit soupir satisfait. Il se leva, ajusta sa veste, puis se dirigea vers le minibar près de la bibliothèque. Il se versa un café sans un mot pour Claire, comme si elle n'existait pas. Le silence s'installa un instant, dense, tendu, presque métallique. Et puis, d'un ton las, il lança en russe « Tâche de ne pas salir ce que tu viens de nettoyer. Ce serait dommage de devoir repasser derrière toi. » Il ne s'attendait à rien. Peut-être un hochement de tête silencieux, un départ rapide, ou même aucun signe de reconnaissance. Ce qu'il reçut en revanche fut une réponse qui coupa net le souffle dans la pièce. « Ve pereputali glagol » dit-elle calmement, sans hausser le ton. « Et ne prochodidza a ubirać posle. Ikstati wasza intonacja ujasna. » Sa voix était claire, contrôlée, et son accent en russe impeccable, presque académique. Claire s'était redressée. Elle ne le regardait pas encore directement, mais elle avait tourné légèrement la tête, suffisamment pour que ses mots frappent avec précision. Elle ajouta, toujours en russe, « Peut-être devriez-vous vous soucier davantage de votre prononciation que du niveau intellectuel des autres ?» Anton resta figé. Le gobelet en porcelaine faillit lui échapper des mains. Il la regarda pour la première fois vraiment, comme s'il la découvrait. Ses yeux cherchèrent une explication, une logique, une faille. Mais tout ce qu'il vit, c'était une femme calme, droite, tenant son chiffon avec la même dignité que certains tiennent un stylo ou un micro. Pas de colère apparente, pas d'orgueil non plus. Juste un rappel brutal. Elle comprenait. Elle avait compris chaque mot. Et elle venait de répondre dans une langue qu'il considérait comme son domaine privé, presque sacré. Un silence glacial envahit la pièce. Il n'était plus maître de rien, du moins pas de cette situation. Pour la première fois depuis longtemps, il n'avait pas le contrôle.
Il tenta de parler, mais aucun mot ne sortit. Claire, elle, reprit tranquillement son travail, comme si rien ne s'était passé. Elle essuya un coin de meuble, tapota le tissu sur une surface, puis fit demi-tour vers la sortie sans se presser. Son dos droit, sa nuque tendue, son pas sûr. Anton resta là, planté comme une statue, incapable de bouger. Il sentait en lui une colère sourde, mêlée d'incompréhension, et, ce qui était encore plus insupportable, d'une forme de honte qu'il n'avait pas connue depuis ses années de jeunesse. Ce n'était pas seulement le fait qu'elle lui ait répondu, c'était la manière, le calme, la précision, l'élégance glaciale. Elle ne s'était pas rebellée, elle l'avait corrigé, linguistiquement, moralement. Ce n'était pas une humiliation publique, non, mais c'était pire. C'était une blessure invisible, profonde, que seule l'intelligence peut infliger. Il se rassit lentement dans son fauteuil, le regard perdu sur le vide devant lui. Il repassa mentalement chaque mot qu'elle avait prononcé. Il se demanda qui elle était, d'où elle venait. Comment une femme de ménage pouvait parler un russe si pur, si maîtrisé, avec des références grammaticales que même certains natifs ne connaissaient pas. Et puis une idée germa, inquiétante, dérangeante. Et si cette femme n'était pas celle qu'il croyait? Et si derrière ce visage discret, ce silence quotidien se cachait un passé plus vaste, plus complexe que tout ce que contenait son propre CV? Pendant ce temps, Claire descendait les étages à pied, refusant de prendre l'ascenseur. Elle avait besoin de bouger, de marcher, de respirer. Dans son ventre, une tension persistait. Elle n'avait pas prévu de parler. Mais les mots étaient sortis d'eux-mêmes, comme un réflexe ancien, une réponse à une agression trop familière. Elle savait que ce moment allait avoir des conséquences. Elle venait de détruire l'anonymat qu'elle avait soigneusement construit. Elle n'était plus l'ombre du 37e étage. Elle était à présent une énigme, une anomalie. Et Anton Marchenko, homme habitué à tout contrôler, venait de perdre une certitude, celle de savoir à qui il avait affaire. Il voulait des réponses, et il allait les chercher. Anton Marchenko était resté pétrifié pendant plusieurs minutes après le départ de Claire. Le goût amer de sa propre arrogance s'était répandu dans sa gorge comme un poison lent. Il se leva enfin, d'un geste brusque, fit quelques pas dans son bureau, comme s'il cherchait une explication au trouble qu'il ressentait. Ce n'était pas simplement la surprise de l'avoir entendu parler russe, ce n'était même pas l'humiliation d'avoir été corrigé. C'était la clarté de son ton, la précision clinique de ses mots, et surtout l'absence totale d'émotion dans sa voix. Elle n'avait pas répondu sous le coup de la colère ou pour défendre son ego. Elle avait simplement rétabli une vérité linguistique et morale avec la même sérénité que si elle avait réajusté un cadre mal aligné sur le mur. Ce calme, cette froideur, cette maîtrise, voilà ce qui le hantait. Anton retourna à son bureau et activa l'enregistreur de sécurité intégré à la pièce. Il savait que les micros fonctionnaient en permanence, même s'ils étaient supposés ne servir qu'en cas d'intrusion. Il isola le segment de conversation après son appel téléphonique et l'écouta en boucle. Chaque mot prononcé par Claire s'imprimait dans sa mémoire. Son accent était d'une pureté inhabituelle. Pas celui d'une étudiante ou d'une amatrice. Non, elle parlait comme quelqu'un qui avait vécu en Russie, qui avait absorbé la langue dans ses replis les plus subtils. Sa correction grammaticale n'était pas anodine. Elle avait relevé un glissement syntaxique que même certains diplomates russes n'auraient pas osé corriger à voix haute. Cela voulait dire qu'elle connaissait les codes, les usages, les nuances, et qu'elle avait choisi, précisément, de les utiliser contre lui. Anton, habitué à décortiquer les profils psychologiques de ses partenaires d'affaires, sentit pour la première fois depuis longtemps qu'il était face à un mur opaque. Une femme de ménage qui parlait russe à ce niveau, qui osait répondre sans trembler, et qui, pourtant, nettoyait les coins de son bureau depuis des mois sans qu'il ne l'ait remarqué. Quelque chose ne collait pas. Ce n'était pas logique, et l'illogique l'agaçait. L'illogique représentait une menace. Il avait passé sa vie à anticiper, à classer, à prévoir. Mais là, quelque chose lui échappait. Il appela immédiatement son assistante personnelle, Margot, une femme efficace et discrète, habituée aux caprices les plus absurdes de son patron. Elle arriva quelques minutes plus tard, carnet en main, prête à noter. Anton ne laissa pas le silence s'installer. « Qui est Claire Dubois ?» demanda-t-il d'un ton sec. Margot, légèrement surprise, cligna des yeux avant de répondre. « La femme de ménage ? Elle travaille ici depuis presque un an.
affecté aux étages supérieurs, principalement au vôtre. Aucun incident, aucune plainte, très ponctuel. Son dossier. Je veux son dossier complet, maintenant. Formation, adresse précédente, employeurs antérieurs. Tout. Margot acquiesça sans poser de questions. Elle savait lire les humeurs de Marchenko, et celle-ci était différente. Il n'était pas en colère. Il était troublé, ce qui, venant de lui, équivalait à une alerte rouge. Pendant qu'elle s'exécutait, Anton ferma les yeux un instant et revit la scène. Claire, droite, son visage calme, ses mots précis. Il se souvint de la façon dont elle avait évité son regard, non pas par soumission, mais par choix, comme si elle n'avait pas besoin de le regarder pour le réduire à néant. Il avait vu cette attitude une seule fois auparavant, dans une salle de négociation à Genève, lorsqu'une diplomate allemande avait démoli les arguments d'un ministre russe sans hausser la voix. Il s'en souvenait parce qu'il avait admiré cette femme malgré lui. Et maintenant, cette même aura émanait de Claire. Mais qu'est-ce qu'elle faisait ici? Pourquoi se cachait-elle dans ce rôle subalterne, à des années-lumière de ce que son niveau de langue laissait supposer? Margot revint avec le dossier imprimé. Elle le posa devant Anton sans un mot. Il l'ouvrit et parcourut les pages. Nom, Claire Dubois. Âge, 32 ans. Nationalité, française. Diplôme, bac mention bien, aucun autre document officiel. Expérience, société de nettoyage Écoclar, puis une autre entreprise sous-traitante. Aucune mention de langue parlée, aucune anomalie apparente. Et pourtant, tout sonnait faux. Le dossier était trop propre, trop simple, trop lisse. Un CV de couverture, pensa-t-il aussitôt. Il redressa la tête. Elle a des contacts dans l'entreprise, quelqu'un qui pourrait me parler d'elle. Personne ne la connaît vraiment, répondit Margot. Elle est discrète, très professionnelle. Elle n'échange presque jamais. Pas de pause à la cafétéria, pas d'amis proches dans les étages. J'ai interrogé quelques collègues. Tous disent la même chose. Elle fait son travail et s'en va. Anton hocha lentement la tête. Cela confirmait son impression. Claire n'était pas là pour gagner sa vie, ou du moins, pas uniquement. Elle se cachait. Et ce n'était pas par hasard qu'elle avait choisi son entreprise. Il y avait trop de coïncidences. Il referma le dossier et regarda par la baie vitrée. Paris s'étendait devant lui, gris, complexe, insondable, tout comme cette femme désormais, une femme invisible qui venait de l'épingler avec la précision d'un chirurgien. Il ne savait pas encore ce qu'il allait faire, mais il savait une chose. Il ne pouvait pas laisser cette affaire en suspens. Claire, de son côté, était retournée dans les étages inférieurs, reprenant ses tâches comme si rien ne s'était passé. Elle croisa 2 collègues dans le couloir, salua d'un signe de tête, puis s'isola dans la petite salle de repos réservée au personnel de nettoyage. Elle sortit un livre de son sac, un recueil de poésie d'Anna Akhmatova, en russe. Elle ne lut pas. Elle regardait simplement la couverture. Ses pensées étaient ailleurs. Elle savait qu'elle avait franchi une ligne. Elle avait tenu bon aussi longtemps qu'elle le pouvait. Mais ce jour-là, face à cet homme, elle avait senti le besoin viscéral de rappeler au monde, à elle-même surtout, qu'elle existait. Elle connaissait les conséquences. Elle savait comment les puissants réagissent quand leur pouvoir est remis en question. Ce n'était pas de la peur qu'elle ressentait, c'était de la vigilance. Elle ne regrettait pas ses mots. Elle n'avait rien révélé d'essentiel, juste assez pour troubler, pas assez pour se compromettre. Mais elle savait que le calme apparent allait se fissurer. Anton Marchenko ne resterait pas passif. Il allait chercher, et quand il chercherait, il trouverait. Ce n'était plus qu'une question de temps. Elle referma le livre, le rangea, et quitta la pièce sans bruit. Anton, de retour à son bureau, fixait toujours la ligne d'horizon. Pour la première fois depuis longtemps, il avait rencontré un regard invisible qui lui tenait tête. Il n'avait pas l'intention de perdre la face. Il allait découvrir qui était réellement Claire Dubois. Et à ce moment-là, il saurait comment reprendre le contrôle. Le jour suivant, à la même heure, Claire Dubois gravit à nouveau les escaliers métalliques menant au 37e étage. Elle évitait les ascenseurs depuis l'incident de la veille, non pas par peur mais par habitude stratégique. Chaque pas résonnait comme une ponctuation maîtrisée dans le silence encore endormi de la tour Marchenko. Lorsqu'elle entra dans le couloir qui menait au bureau du milliardaire, elle sentit immédiatement que quelque chose avait changé. L'air semblait plus lourd, chargé d'une tension invisible. Rien ne bougeait, mais tout était différent.
Elle poussa la porte du bureau comme chaque matin. Le bureau était vide, Anton n'était pas encore arrivé. Elle commença sa routine. Ouvrir les stores, aérer la pièce, essuyer les surfaces. Les gestes étaient les mêmes, mais la neutralité s'était évaporée. Elle savait que le regard invisible d'Anton l'accompagnait désormais. Même absent, il était là. Elle ne nettoyait plus une pièce vide, mais une scène de théâtre où le moindre mouvement serait interprété, analysé, décomposé. Anton arriva à 8 heures précises, vêtu d'un costume sombre et d'un regard plus fermé que d'habitude. Il entra sans dire un mot, traversa la pièce et s'installa dans son fauteuil comme s'il était seul. Claire, fidèle à son rôle, ne le salua pas. Elle continua son travail, effaçant des traces inexistantes sur un meuble immaculé. Le silence dura plusieurs minutes. Puis, sans lever les yeux de son écran, Anton déclara d'une voix calme « Vous parlez bien le russe ». Elle s'arrêta brièvement, le temps d'une inspiration, mais ne répondit pas. Il tourna la tête vers elle. « Très bien même. Où avez-vous appris ?» Claire posa le chiffon sur le rebord de la table et se redressa. « En Russie », répondit-elle sans détour. Il la fixa, cherchant dans son visage un indice, une hésitation, un tremblement, mais elle ne lui offrit rien. « Pendant combien de temps ?»« Plusieurs années. »« Vous y étiez pour des raisons personnelles ou professionnelles ?» Claire inclina légèrement la tête, comme pour marquer la limite de la conversation. « Ce n'est pas une information pertinente à mon poste actuel. » Anton sourit, un sourire fin, sans joie. Tout devient pertinent quand on corrige un milliardaire devant son propre bureau, dans sa propre langue. Elle soutint son regard cette fois, sans arrogance, sans peur. « Vous m'avez insulté. Je vous ai corrigé. Rien de plus. » Il ne répondit pas immédiatement. Il la regarda comme on observe une pièce rare dont on ne connaît pas encore la provenance. Elle termina son nettoyage et quitta la pièce, laissant derrière elle une tension sourde, électrique, difficile à ignorer. Quelques heures plus tard, Anton convoqua Margot. Son ton était direct, tranchant. « Je veux tout savoir sur son passé. Si elle a travaillé à l'étranger, il doit y avoir des traces. Université, consulat, entreprise, ambassade. Active une recherche approfondie. Utilise nos contacts. Quelqu'un, quelque part, sait qui elle est réellement. » Margot, déjà au courant du malaise qui planait depuis la veille, ne posa aucune question. Elle se mit au travail immédiatement. Le premier constat fut troublant. Les bases de données classiques ne contenaient presque rien sur Claire Dubois avant son retour en France, il y a un peu plus de 3 ans. Pas de réseaux sociaux, pas de publications personnelles, pas de photos, pas de références professionnelles précises. C'était comme si elle avait volontairement effacé son passé. Cela ne pouvait pas être accidentel. Anton, frustré par le vide apparent, décida de franchir une étape supplémentaire. Il contacta un ancien collaborateur basé à Moscou, un homme discret, efficace, habitué aux enquêtes silencieuses. Il lui envoya un message bref. « Trouve-moi tout ce que tu peux sur une Française nommée Claire Dubois, ayant vécu en Russie entre 2011 et 2018. Langue russe impeccable. Possible lien avec diplomatie. » Pendant ce temps, Claire sentait le sol se dérober doucement sous ses pieds. Le silence d'Anton, son ton plus froid, l'attention soudaine qu'il lui portait, tout indiquait que la machine était en marche. Elle avait connu ce type de tension avant, à Moscou, dans d'autres contextes, d'autres couloirs. Ce n'était pas la peur qui l'habitait, mais une vigilance absolue. Elle savait reconnaître les prémices d'une traque, même feutrée. Elle savait que le simple fait d'avoir parlé russe n'était pas le problème. Le vrai problème, c'était qu'elle avait révélé un savoir qu'elle n'était pas censée posséder, qu'elle avait brisé l'image qu'on avait d'elle, qu'elle avait troublé l'ordre hiérarchique sans même lever la voix. Dans les jours qui suivirent, elle sentit les regards changer. Certains collègues l'observaient plus longuement comme s'ils découvraient une nouvelle personne. D'autres, au contraire, l'évitaient, comme si sa présence soudaine dans leur champ de conscience les dérangeait. Les murmures commencèrent à circuler, légers, prudents. On disait qu'elle avait parlé russe à Marchenko, qu'elle l'avait corrigé, que le patron n'avait rien dit, et que depuis, il cherchait des informations sur elle. Claire savait que le ver était dans le fruit. Elle avait exposé une faille. Et dans ce monde-là, on ne pardonnait pas les failles. On les exploitait. Elle retourna à sa chambre exiguë du 19e arrondissement, ouvrit une boîte en métal cachée au fond d'une armoire et en sortit un vieux passeport expiré, des lettres en cyrillique pliées avec soin et une carte de visite froissée.
celle d'une ancienne collègue, traductrice également, aujourd'hui disparue des radars. Elle regarda ces objets longtemps. Ils ne contenaient aucun secours immédiat, mais ils représentaient de la mémoire d'une autre vie, d'un autre rôle. Un rôle qu'elle n'avait pas choisi de quitter. Anton, de son côté, commençait à sentir naître une forme de frustration différente. Il pensait que la vérité serait rapide à découvrir. Mais chaque jour qui passait ne faisait qu'ajouter du mystère. Il détestait ça. Il ne supportait pas les angles morts, les zones floues. Et surtout, il n'aimait pas l'idée qu'une femme de ménage puisse, sans lever la voix, l'avoir mis face à ses propres limites. Il décida alors de changer de stratégie. Il cesserait les confrontations directes. Il allait observer patiemment, froidement. Il voulait voir jusqu'où elle irait, savoir si elle se trahirait, si elle allait confirmer ce qu'il soupçonnait déjà. Claire Dubois n'était pas une simple employée de surface. Elle était autre chose, quelque chose de dangereux pour lui, précisément parce qu'il n'arrivait pas à la comprendre. Claire, elle, savait que ce n'était que le début. Elle avait quitté la surface. Elle ne pouvait plus faire marche arrière. L'anonymat n'était plus possible. Désormais, chaque pas qu'elle ferait serait vu, interprété, noté. Et dans cet échiquier invisible, elle venait de devenir une pièce active. Peut-être un pion, peut-être une reine. Elle ne le savait pas encore. Mais une chose était certaine, elle n'était plus l'invisible du 37e étage. Anton Marchenko poussa de côté les rideaux qui tamisaient la lumière grise de l'automne à Paris. Dans l'immense fenêtre panoramique de son bureau, la ville semblait s'étendre comme un tapis mouvant. Artères animées, silhouettes distantes, lumières incertaines. Il resta un moment immobile devant ce paysage, cherchant une réponse dans le tohu-bohu urbain. Mais la réponse ne viendrait pas de la rue. Elle viendrait de ce dossier qu'il s'apprêtait à ouvrir. Margot avait été diligente. En moins de 24 heures, elle avait rassemblé tout ce que les bases internes de l'entreprise, les registres de sécurité, les réseaux éducatifs en France, les fichiers consulaires français, pouvaient offrir. Il y avait des certificats de travail, des attestations d'employeurs anciens, tous dans des sociétés de nettoyage ou d'entretien, mais rien de conforme à ce que Claire avait laissé entendre. Aucun document universitaire officiel mentionnant des études en relations internationales, aucun contrat d'interprète enregistré, aucune publication académique. Le vide était trop parfait pour être crédible. Anton feuilleta les pages avec soin, notant les adresses successives, les anciens domiciles, les pièces d'identité. Il étudia les périodes de 3 à 4 mois sans activité déclarée, les périodes où Claire avait changé de ville, Rouen puis Marseille, enfin retour à Paris. Il remarqua des déplacements réguliers en zone frontalière, à Strasbourg, en Alsace, peut-être des passages à la frontière allemande ou suisse. Il marqua les noms des témoins, un professeur de russe antérieure, un ancien propriétaire de logement dont Claire avait été locataire, une institution de formation linguistique de Strasbourg, supposée vendre des cours de russe avancés. Mais aucun de ces témoignages ne confirmait quoi que ce soit de solide, juste des paroles, parfois contradictoires. Anton éprouvait une étrange frustration. Il s'était imaginé découvrir un réseau, des universités prestigieuses, une carrière diplomatique, des conférences. Mais ce qui ressortait du dossier, c'était un labyrinthe de zones grises. Un passé conscient de la discrétion, peut-être volontairement effacé. Et plus il le feuilletait, plus il comprenait qu'il manquait quelque chose, des archives russes, des documents de l'ambassade, ou même une trace écrite à Moscou. Il décida que Margot devait monter plus haut. Elle devait fouiller les archives diplomatiques françaises, contacter l'ambassade de Russie, vérifier dans les registres d'échanges culturels, dans les associations francophones de russophones en France. Il fixa un plan, invoquer une demande officielle pour coopérer avec les consulats, obtenir des relevés universitaires de possibles universités en Russie ou dans les anciennes républiques soviétiques, chercher dans les bibliothèques universitaires, les publications en russe, les sténographies de conférences. Pendant ce temps, Claire, consciente que le silence ne suffirait plus, reprit sa routine, mais modifia subtilement ses habitudes. Elle évitait les zones communes de l'entreprise, mais lisait davantage. Elle consulta des ouvrages en russe, des mémoires universitaires qu'elle avait autrefois rédigés ou esquissés. Elle relisait ses versions anciennes de traduction. Elle se demandait combien de traces elle avait laissées derrière elle, combien de signatures, de témoignages ou d'anecdotes pouvaient être retrouvées.
Elle savait que le dossier de Marchenko allait se construire morceau par morceau et qu'il ne lui restait qu'une marge minimale pour se protéger. Un après-midi, Margot lui apporta un rapport imprimé, discret, avec sa mine habituelle, neutre, professionnelle. Anton le prit, l'ouvrit silencieusement. Il contenait 2 articles académiques anciens, publiés dans des revues russes de linguistique, signés C. Dubois, traitant de syntaxe complexe en russe. L'un datait de 2012, l'autre de 2014. Aucun de ces articles ne comprenait d'affiliation universitaire clairement estampillée, mais ils portèrent des références de conférences tenues à Moscou ou à Saint-Pétersbourg. Les copies étaient troublées, mal scannées, avec des annotations de fermeture éditoriale ou de relecture de tiers russes. Rien de visible dans les archives numériques russes accessibles depuis la France, mais assez pour éveiller l'attention d'Anton. Assez pour confirmer qu'il existait un passé qu'elle n'avait pas inventé. Anton fronça les sourcils. Ces articles, ces signatures floues, ces moments de doute, tout cela ouvrait une porte qu'il n'avait pas pensé devoir forcer. Mais il l'ouvrait maintenant. Il convoqua Margot. « Prépare ce que tu as trouvé », dit-il d'un ton sans concession. « Note les dates, les titres, les lieux, les intervenants. Je veux ces articles doublés de preuves visuelles. Photos de conférences, nom des organisateurs, archives russes, enregistrements audio si cela existe. Je veux aussi vérifier dans les archives diplomatiques françaises, la mission française à Moscou, les partenariats universitaires. Et je veux, dans une semaine, une évaluation indépendante du niveau de russe de cette personne. Je veux comparer avec les normes de l'Académie russe ou d'une institution universitaire à Moscou. » Margot hocha la tête, silencieuse. Anton laissa la pièce sombre 2 instants, posa les yeux sur son bureau, sur l'endroit où Claire avait posé ses chiffons hier. Il sut alors que ce ne serait plus possible de l'ignorer, que ce dossier déjà épais deviendrait public tôt ou tard. Il y avait un risque pour lui, que ses moqueries, ses insultes, ses remarques en russe soient révélées, que sa réputation soit égratignée. Un homme comme lui, habitué au pacte discret dans l'ombre, savait que le pouvoir ne tolère pas efficacement qu'on le regarde longtemps dans ces zones d'ombre. Claire, de son côté, sentait l'étau se resserrer. Elle ne recevait pas de convocation, rien d'officiel, mais le regard porté sur elle avait déjà changé. Un matin, elle trouva sur son sac de travail un feuillet plié, maladroitement laissé sur la chaise dans la salle de repos. Le feuillet contenait une citation en russe, extraite d'un article académique, signé C. Dubois. Ce feuillet n'avait pas d'auteur indiqué. Elle comprit immédiatement. Quelqu'un connaissait les articles, les conférences, les signatures. Quelqu'un avait monté un dossier en parallèle. Le message était clair. Elle n'était pas seule, mais elle était surveillée. Un soir, rentrant chez elle, dans son petit appartement du 19e arrondissement, elle repoussa la porte, posa son manteau, ses bottes, et resta un moment debout dans l'entrée, regardant le mur où était accroché un vieux calendrier de Moscou, imprimé quand elle vivait encore là-bas. Elle se souvenait des couloirs de l'université, des salles de classe, des professeurs aux accents divers, des débats académiques tard dans la nuit. Elle avait tout abandonné, ses amis, ses certificats officiels, ses papiers russes détachés, tout ce qu'elle avait pu pour tracer son chemin ailleurs, sans bruit, sans qu'on demande son origine. Elle avait cru pouvoir laisser certaines choses derrière elle, mais elle comprenait maintenant que le passé ne se laisse pas toujours enterrer. Anton, assis tard dans son bureau, contemplait la pile de documents devant lui. Il comprit qu'il était désormais au bord d'un choix. Pousser ses investigations plus loin, divulguer ce qu'il trouverait, ou bien utiliser la vérité comme levier, non plus pour la humilier, mais pour la contrôler, l'amener à accepter une position, un contrat, un rôle. Il sourit légèrement, un sourire de stratège. Le dossier était en train de devenir une arme, non seulement contre Claire, mais contre lui-même, s'il ne la maîtrisait pas. Claire, cette nuit-là, éteignit sa lampe tard. Sur sa table de chevet, le vieux passeport, les articles russes, le feuillet anonyme, une photo d'une conférence ancienne où elle apparaissait, jeune, debout derrière un pupitre, le visage à demi dans l'ombre. Elle ferma les yeux, non pour oublier, mais pour se préparer. Préparer sa vérité, ses mots, car le dossier ne la détruirait pas. Il la définirait, d'une certaine manière. Elle sentait que la première véritable bataille se jouait déjà. Pas dans la lumière, pas dans le bruit. Dans les papiers,
les archives, les signatures effacées, les articles oubliés, dans le silence obstiné de celui qui choisit enfin de faire entendre un passé. Le lendemain, à 7 heures précises, Claire pénétra une fois de plus dans l'immeuble de verre qui abritait Marchenko Industries. Le hall, encore silencieux, brillait de propreté, son sol parfaitement ciré, reflétant les premières lueurs du matin. Elle passa les portiques de sécurité avec son badge sans croiser personne. Depuis quelques jours, l'air autour d'elle était devenu plus dense, comme si chaque recoin de l'immeuble portait désormais son nom à voix basse. Elle le sentait sans en avoir besoin de confirmation. Tout le monde savait. Tout le monde attendait quelque chose d'elle. Et surtout, tout le monde attendait de voir ce que Marchenko allait faire. Mais ce matin-là, il n'y eut pas de silence tendu en entrant dans le bureau du 37e étage. Claire trouva une note sur le bureau, rédigée à la main, en français. « Vous présentez à 8 heures dans la salle de réunion principale. Seul rendez-vous prévu. AM. Aucun commentaire, aucun prétexte. Juste une convocation à peine déguisée. » Claire plia le billet, le rangea dans sa poche et continua sa routine comme si de rien n'était. À 8 heures, elle se dirigea vers la salle de réunion. Anton Marchenko l'y attendait déjà. Assis au bout de la grande table en acajou, un dossier ouvert devant lui, ses doigts croisés sous son menton. Il la regarda entrer avec cette fixité froide qu'il réservait habituellement aux partenaires dont il doutait de la loyauté. Il lui indiqua un siège d'un simple mouvement de tête. Elle s'assit sans un mot. Il referma le dossier, le posa doucement sur la table, puis laissa un silence s'installer. Ce silence, cette fois, n'avait rien de passif. Il était rempli de stratégie, de calcul, de préparation. Anton était en train de peser chaque mot qu'il allait prononcer, conscient que tout pouvait basculer. Enfin, il parla. « Je pourrais vous renvoyer », commença-t-il d'une voix calme, presque détachée. « Ce que vous avez fait l'autre jour est inacceptable pour n'importe quel employé, encore plus pour quelqu'un dans votre position. » Claire soutint son regard. Elle ne répondit rien. « Mais je ne vais pas le faire, » poursuivit-il. « Parce que vous êtes plus utile que vous ne le laissez paraître, beaucoup plus. » Il se pencha légèrement vers elle. « J'ai une négociation qui approche, importante, très. Des partenaires russes, difficiles. Et je vais être franc, je ne leur fais pas confiance. Ce sont des hommes qui manipulent les mots comme des armes, qui savent faire de chaque syllabe une transaction. Je veux quelqu'un à mes côtés qui parle leur langue, pas seulement en vocabulaire, mais en intention. Et je pense que cette personne, c'est vous. » Claire haussa légèrement les sourcils. La proposition était claire, directe. Elle ne s'attendait pas à ce que cela vienne si tôt, mais ce n'était pas une surprise totale. Anton cherchait à reprendre le contrôle, à la faire entrer dans son jeu. Il ne voulait pas seulement sa compétence linguistique, il voulait sa présence à ses côtés, dans une situation où la moindre erreur pouvait coûter des millions. Et pour cela, il était prêt à passer outre l'humiliation précédente. « Vous voulez que je sois votre interprète ?» demanda-t-elle d'un ton neutre. « Interprète, médiatrice, traductrice des non-dits, appelez cela comme vous voulez, vous avez les compétences. Et j'ai besoin de résultats. Il s'agit d'une levée de fonds internationale. La moitié des échanges se feront en russe, et je ne veux pas de quiproquo. » Claire le regarda en silence. Elle savait ce que cela signifiait. Elle connaissait ces négociations, l'intensité, les jeux de pouvoir, les manipulations. Et surtout, elle savait que ce genre de mission ne venait jamais seule. Acceptée, elle serait immédiatement exposée, surveillée, interrogée, analysée. Elle sortirait de l'ombre une fois pour toutes. « Je ne suis pas intéressée », répondit-elle calmement. Anton cligna des yeux, surpris. Il n'était pas habitué au refus, encore moins à un refus aussi net. « Vous êtes en train de refuser une opportunité unique », reprit-il d'un ton plus ferme. « Vous préférez passer vos journées à nettoyer des bureaux plutôt que de participer à une négociation de plusieurs centaines de millions d'euros ? Je préfère travailler dans un endroit où les mots ne sont pas utilisés comme des armes, » répliqua-t-elle. « Vous cherchez une traductrice, mais ce n'est pas ce que je suis. Plus maintenant. » Anton sentit son irritation monter. Elle n'était pas censée répondre ainsi. Il lui offrait une sortie, une opportunité, une réintégration dans le monde qu'elle semblait pourtant connaître, et elle disait non, sans hésiter. « Vous avez des compétences qui pourraient vous placer au sommet, » dit-il plus sèchement. « Pourquoi refuseriez-vous cela? Par orgueil? Par peur? Par choix ?» répondit-elle simplement. Il se leva brutalement, fit quelques pas dans la pièce, puis se tourna vers elle. «
Vous croyez être supérieur à ceux qui veulent avancer, qui saisissent leur chance? Ne venez pas me parler de morale. Vous travaillez ici depuis 1 an, sans que personne ne sache qui vous êtes. Vous vous êtes caché. Et maintenant que vous êtes démasqué, vous faites comme si vous n'aviez jamais existé ailleurs? Claire se leva à son tour, posa les mains sur le dossier de la chaise. Je n'ai jamais prétendu être autre chose que ce que je suis ici. C'est vous qui avez décidé que la personne en face de vous n'avait pas d'histoire. Et maintenant que vous découvrez qu'elle en a une, vous vous sentez menacé. Ils se regardèrent longuement. 2 mondes qui s'affrontaient dans un silence plus brutal que n'importe quel cri. Anton recula d'un pas. Il comprit qu'il ne gagnerait pas cette manche. Pas en usant d'arguments classiques, pas avec cette femme. Très bien, dit-il finalement. Refusez. Mais sachez que les opportunités ne se présentent pas 2 fois. Je n'en attends aucune, répondit Claire avant de tourner les talons. Elle quitta la salle, laissant Anton seul, tendu, furieux. Mais sous cette colère brûlait autre chose, une fascination nouvelle, une envie de comprendre ce qu'elle protégeait avec tant d'acharnement. Ce n'était plus une simple querelle de mots, c'était devenu personnel. Et s'il y avait une chose qu'Anton Marchenko ne supportait pas, c'était de ne pas avoir le dernier mot. Dans les jours qui suivirent, il ralentit ses démarches d'enquête directe. Il changea de stratégie. Il commença à semer des indices, à placer des livres en russe dans la salle de repos, à faire passer des articles spécifiques dans les circulaires internes, espérant capter sa réaction. Il ne l'affrontait plus frontalement. Il voulait l'obliger à revenir, à s'expliquer, à se justifier d'elle-même. Mais Claire restait de marbre. Elle continuait son travail, ponctuelle, discrète, efficace. Mais elle savait qu'un nouveau jeu avait commencé, et elle ne comptait pas jouer selon ses règles. Le calme apparent qui régnait dans les étages supérieurs de Marchenko Industries n'était qu'une façade. Depuis le refus catégorique de Claire à sa proposition, Anton avait modifié son comportement. Il avait abandonné les confrontations directes et les conversations tendues. À la place, il avait choisi une stratégie plus subtile, plus lente, plus perverse. La construction d'un climat ambiant contrôlé. Une forme de guerre froide, silencieuse, fondée sur l'observation, l'intimidation détournée et la suggestion psychologique. Dans ce terrain glissant, chaque détail prenait une signification. Chaque mot, chaque regard, chaque silence était soigneusement orchestré. La salle de pause du personnel de nettoyage, autrefois banale, avait été réaménagée. Sans prévenir, des livres avaient été ajoutés à l'étagère poussiéreuse qui servait d'ornement. Des ouvrages en russe, soigneusement sélectionnés, classiques de la littérature soviétique, grammaire de spécialisés, recueils de proverbes. Des œuvres que seule une personne réellement formée à la langue pouvait lire sans difficulté. Il ne s'agissait pas d'un hasard. Claire le comprit immédiatement. Anton cherchait à l'attirer, à la piéger même, en la poussant à révéler davantage de son passé. Elle ne toucha à aucun des livres, pas par peur, par principe. Elle ne comptait pas tomber dans un jeu qu'elle n'avait pas choisi. Elle poursuivit ses journées comme à son habitude, nettoyant méthodiquement, observant sans réagir, maintenant une distance stricte entre elle et les tentatives de provocation qui se multipliaient. Le personnel avait remarqué, bien sûr. Les regards dans les couloirs avaient changé de nature. Autrefois indifférents, ils étaient désormais curieux, parfois inquiets. Des murmures passaient d'un étage à l'autre. On parlait d'elle comme de la linguiste invisible, de la femme qui a parlé russe au patron. Certains y voyaient une source d'admiration, d'autres un danger. Anton, lui, observait tout. Il la croisait dans les couloirs et ne disait rien. Il la suivait du regard lorsqu'elle entrait dans son bureau et quittait la pièce. Il attendait qu'elle flanche, qu'elle vienne à lui, qu'elle s'explique. Mais Claire tenait bon, et cette résistance l'irritait. Ce mutisme devenait pour lui une forme d'insubordination insupportable. Un matin, en arrivant à son bureau, Claire trouva un dossier cartonné posé sur la table de la salle de repos. Il n'était pas scellé mais comportait une simple étiquette manuscrite. Document oublié. À l'intérieur, elle découvrit une copie imprimée d'un article en russe publié dans une revue universitaire de Moscou, daté de 2013. L'article était signé Claire Dubois, traductrice, Mission culturelle française, Moscou. En bas de la page, un commentaire griffonné au stylo rouge « Cela vous appartient ?» Elle referma le dossier sans un mot, le remit dans le tiroir verrouillable et retourna à son travail.
Elle comprit que la frontière entre le jeu et l'agression était désormais franchie. Ce n'était plus une simple tentative d'intimidation. Quelqu'un, quelque part, avait accédé à des archives précises, confidentielles, potentiellement protégées. Et cette personne, Anton probablement, avait décidé d'utiliser ce savoir comme une menace voilée. Ce jour-là, elle quitta l'immeuble plus tôt que prévu. Pas par peur, mais pour agir. Elle prit le métro jusqu'à la rive gauche, s'arrêta devant une vieille librairie russe où elle avait ses habitudes et acheta un livre particulier, un recueil de témoignages d'interprètes diplomatiques. Elle connaissait l'auteur, l'avait rencontré une fois à Moscou. Le livre portait un passage qu'elle avait elle-même contribué à relire, anonymement. Elle glissa le livre dans son sac, le serra contre elle, comme un rappel de ce qu'elle avait été. Puis elle appela une ancienne connaissance, un collègue retraité désormais, qui avait quitté la diplomatie après un scandale étouffé. « J'ai besoin de savoir si mon nom circule », dit-elle simplement. « Ton nom est dans plusieurs rapports anciens », répondit-il. « Pas en première ligne, mais en note de bas de page, dans des documents classés qui ont été désensibilisés récemment. Tu devrais faire attention. Si quelqu'un fouille avec insistance, il finira par te relier à certaines affaires. »« C'est déjà le cas, » murmura-t-elle. Le soir même, elle retourna chez elle, relut les notes qu'elle avait conservées des années passées. Elle comprit que le temps qu'elle avait gagné en silence s'était écoulé. La seule chose qu'elle pouvait encore contrôler, c'était sa propre réaction. Le lendemain, Anton fut informé de l'arrivée d'une lettre anonyme dans le service des ressources humaines. Le document était court, dactylographié, signé d'un pseudonyme. Il contenait une accusation explicite. Claire Dubois a été impliquée dans une affaire diplomatique couverte par le ministère français des Affaires étrangères en 2014, impliquant la chute d'un oligarque russe accusé de corruption, de détournement de fonds publics et de manipulation de marché. Son témoignage aurait précipité son arrestation. Le document était accompagné de copies de 3 documents russes traduits en français, pointant vers des témoignages internes dont certains pourraient être associés à Claire. La lettre suggérait qu'elle n'était pas une simple interprète, mais une lanceuse d'alerte ayant fui la Russie après une opération classée. Le choc fut immédiat. Le directeur des ressources humaines, inquiet, convoqua Anton. Ensemble, ils décidèrent d'une suspension administrative temporaire de Claire, le temps de vérifier les faits. Elle reçut l'ordre de quitter les locaux jusqu'à nouvel ordre. Aucun autre commentaire ne fut fait, aucun mot de soutien, aucune accusation directe non plus. Juste une feuille, un tampon, une sortie silencieuse. Claire partit sans discuter. Elle savait que cela arriverait. Elle rentra chez elle à pied, traversant les rues de Paris comme une ombre parmi les ombres. Le ciel était bas. La ville bourdonnait sans se soucier de son histoire. Elle pensa à ce jour à Moscou, celui où elle avait signé un rapport qui changea tout. Elle n'avait pas dénoncé par ambition. Elle l'avait fait pour protéger quelqu'un. Et ce choix la suivait encore aujourd'hui. Assise sur son lit, elle ouvrit le livre acheté la veille. Elle relut les passages qu'elle connaissait déjà par cœur. Puis elle sortit un carnet de notes, vieux, abîmé, qu'elle avait gardé depuis son retour en France. Elle y inscrivit une phrase en russe, lente, précise, qu'elle avait entendue autrefois lors d'un interrogatoire informel. La vérité finit toujours par remonter, même dans les eaux les plus troubles. Elle referma le carnet. Anton avait désormais entre les mains une arme dangereuse, la vérité. Mais ce qu'il allait en faire restait à découvrir. Et elle, de son côté, n'était plus une cible facile. Elle était devenue un témoin vivant d'un système qu'il ne comprenait pas encore. La guerre froide n'était plus une métaphore. Elle était désormais personnelle, directe, et les prochains jours allaient révéler qui tomberait le premier. Les bureaux de Marchenko Industries vibraient d'un silence lourd depuis que Claire avait été suspendue. L'information, bien que non confirmée officiellement, s'était répandue comme une traînée de poudre. On murmurait que c'était lié à un scandale ancien, quelque chose de grave, d'international, d'inavouable. Certains disaient qu'elle avait trahi un oligarque, d'autres qu'elle avait été espionne, d'autres encore qu'elle avait fait tomber un réseau mafieux entier. Mais personne ne savait rien de concret. Tout le monde, en revanche, parlait. Anton restait de marbre. Il n'avait pas participé à la décision formelle de la suspension, mais il en était l'instigateur indirect. La lettre anonyme l'avait pris de court, autant par sa précision que par le moment choisi. Il n'aimait pas les surprises. Il n'aimait pas encore moins l'idée que quelqu'un d'autre que lui dirige la partie, car il était évident que cette lettre n'avait pas été écrite par un simple curieux. C'était une manœuvre,
une réponse, un avertissement. Et ce que cette lettre contenait avait de quoi bouleverser tout ce qu'il pensait savoir de Claire Dubois. Dans les jours qui suivirent, Anton chargea un de ses avocats d'enquêter sur les noms cités dans la lettre. Il voulait comprendre la nature exacte du scandale évoqué. L'homme mentionné, l'oligarque emprisonné, n'était autre que Viktor Lobanov, un ancien magnate de l'énergie russe condamné en 2015 pour corruption, manipulation de marché et tentative de dissimulation de fonds dans plusieurs paradis fiscaux. Ce que la lettre laissait entendre, c'était que Claire avait joué un rôle crucial dans la transmission d'informations internes aux autorités françaises et russes via des canaux diplomatiques. Son témoignage, bien qu'anonyme dans les procès officiels, aurait permis d'épargner une autre personne, une jeune interprète locale qui devait initialement porter la responsabilité des échanges illégaux de documents. La nouvelle, bien que non encore confirmée, fit vaciller Anton. Il comprenait désormais pourquoi Claire fuyait les projecteurs, pourquoi elle refusait toute forme de reconnaissance et surtout pourquoi elle rejetait son offre de travailler à nouveau dans un environnement diplomatique ou stratégique. Ce qu'elle portait n'était pas une simple compétence linguistique. C'était un passé chargé de conséquences, de choix éthiques lourds, de pertes invisibles. Et il se surprit à sa propre irritation à ressentir autre chose que de la frustration, une forme de respect. De son côté, Claire vivait sa suspension comme un retour brutal à un état qu'elle connaissait trop bien, l'exclusion. Elle évitait de répondre aux appels, passait ses journées à marcher dans Paris, longeant les quais de Seine, arpentant les ruelles du Marais, revisitant les lieux qui, autrefois, lui avaient donné l'illusion de pouvoir recommencer une vie normale. Elle savait que son anonymat ne tiendrait plus longtemps. La lettre anonyme avait lancé un compte à rebours. Ce n'était plus une question de si, mais de quand son histoire serait exposée publiquement. Elle retrouva un soir, presque par automatisme, la petite bibliothèque associative du 11e arrondissement où elle avait été bénévole quelques années plus tôt. Elle y avait donné des cours de français à des femmes immigrées, la plupart originaires d'Europe de l'Est, de Syrie ou du Maghreb. Là, entre les murs recouverts de livres usés, elle se sentit un instant protégée. Elle échangea quelques mots avec l'une des responsables, mais ne parla pas de ce qu'elle traversait. Elle reprit simplement un exemplaire ancien d'un recueil de lettres diplomatiques russes, annoté de sa main. Elle s'assit au fond de la salle et lut, relisant entre les lignes les erreurs politiques, les phrases piégées, les silences trop éloquents. Le lendemain, Anton reçut un rapport plus approfondi. Claire Dubois figurait bien dans les archives internes d'un groupe de travail rattaché à la mission culturelle française en Russie. Son nom apparaissait dans des échanges cryptés entre le consulat et Paris concernant un dossier sensible autour de Viktor Lobanov. L'analyse du langage, le choix des mots employés dans les messages portaient sa patte. Claire n'avait jamais signé ces courriels, mais leur structure, leur style étaient trop spécifiques pour passer inaperçus à l'œil d'un lecteur aguerri. Cela confirmait ce qu'il soupçonnait désormais avec certitude. Claire avait dénoncé discrètement un homme intouchable, mettant fin à sa propre carrière dans le processus. Anton s'isola dans son bureau. Il repensa à leur première confrontation, aux mots qu'il avait utilisés, à la manière dont elle l'avait corrigé sans colère, mais avec une autorité implacable. Il comprenait maintenant que cette maîtrise n'était pas née dans un cadre académique, mais sur le terrain, dans des circonstances où chaque mot pouvait coûter une vie. Il ne savait pas encore ce qu'il devait faire. Il pouvait utiliser cette information pour regagner l'avantage, la forcer à reprendre du service, la contraindre à collaborer. Mais quelque chose en lui résistait à cette tentation. Une part de lui qu'il ne reconnaissait pas encore commençait à voir en elle autre chose qu'un outil ou une menace. Claire, pendant ce temps, continuait d'observer le monde depuis la marge. Elle sentait que quelque chose avait changé. Elle n'avait reçu aucun appel de son employeur, aucune convocation, mais elle savait que le silence n'était pas une pause. C'était une attente, une décision en cours. Elle se préparait à toutes les options. Elle réunit ses documents personnels, prépara un dossier de recours au cas où elle serait licenciée, contacta un avocat spécialisé en droit du travail. Elle n'était pas une victime. Elle ne l'avait jamais été. Elle avait survécu à Moscou. Elle survivrait à Paris. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'était que cette fois, le pouvoir de la décision ne serait pas uniquement entre les mains d'Anton. D'autres observaient. D'autres s'interrogeaient sur l'éthique de sa suspension,
sur la manière dont une femme de son intelligence avait pu se retrouver à nettoyer des bureaux. Et parmi ces observateurs, certains commençaient à voir en clair une figure bien plus complexe que ce que la hiérarchie avait voulu cacher. Anton, quant à lui, décida qu'il était temps de la revoir, mais pas dans un bureau, pas dans une salle de réunion. Il voulait lui parler ailleurs. Il voulait comprendre réellement cette fois ce qui avait poussé une femme à sacrifier une carrière diplomatique prometteuse pour protéger une autre vie. Et il sentait confusément que ce qu'il allait découvrir ne lui ferait pas gagner une négociation, mais peut-être pour la première fois comprendre la limite de son propre pouvoir. Une pluie fine tombait sur Paris lorsque Claire ouvrit sa boîte aux lettres ce matin-là. Au milieu des factures habituelles, un pli épais sans expéditeur attira son attention. Elle reconnut immédiatement le format, une chemise cartonnée utilisée pour les communications internes entre services diplomatiques. Elle rentra chez elle, retira son manteau avec lenteur et déposa le dossier sur sa table. Lorsqu'elle l'ouvrit, elle découvrit plusieurs documents, copies de courriels, extraits de procès-verbaux d'audience, comptes rendus internes de la mission française à Moscou. À la fin, un post-it manuscrit simplement signé d'un prénom, Irina. Elle le reconnut aussitôt. C'était le nom de la jeune femme qu'elle avait protégée des années plus tôt en dénonçant Viktor Lobanov. Un prénom qu'elle n'avait plus entendu depuis qu'elle avait quitté la Russie précipitamment. La lecture des documents confirma ce qu'elle redoutait. Son rôle, bien que dissimulé à l'époque, avait fini par être documenté. Ce n'était plus une rumeur, ce n'était plus un murmure. C'était un fait, couché sur le papier, disponible pour quiconque savait où chercher. L'un des comptes rendus évoquait explicitement sa position lors de la mission diplomatique, précisant son intervention lors d'une réunion confidentielle où elle avait contredit, preuves à l'appui, la version officielle d'un attaché économique corrompu. La conséquence directe de ce geste avait été l'exfiltration rapide d'Irina, qui risquait d'être désignée comme bouc émissaire. Anton, de son côté, tenait en main une synthèse de ces mêmes informations, obtenue grâce à l'intervention d'un ancien collaborateur au sein d'une société de renseignement privé. Il relisait les lignes avec attention, cette fois sans jugement, ni ironie. Il comprenait. Tout s'alignait maintenant. La maîtrise du russe, le calme dans la confrontation, le refus de revenir dans ce monde. Claire n'était pas une simple traductrice. Elle était une femme qui avait pris une décision que peu osaient prendre. Elle avait choisi de perdre sa position pour en sauver une autre. Et ce genre d'acte, dans les sphères qu'il fréquentait, était rare, voire inexistant. Il se souvenait des traits d'Irina Lobanova, la fille cadette du magnate, que Victor avait utilisé comme couverture pour faire passer des documents sensibles sous le prétexte d'échanges linguistiques. Elle avait été jeune, inexpérimentée, piégée entre loyauté familiale et peur. Claire, alors interprète principale sur ces dossiers, avait remarqué les anomalies, les incohérences, les contradictions dans les traductions. Elle avait décidé d'agir, sans bruit, sans signature, mais avec des preuves. Irina avait disparu de Moscou quelques jours après, escortée par un réseau diplomatique parallèle. Et Viktor Lobanov avait été arrêté peu après. Ce que personne ne savait encore à Paris, mais qu'Anton découvrait à travers ses dossiers, c'était que Claire avait risqué sa propre vie pour ça. Il décida de la contacter, mais pas par le biais officiel. Il l'attendit à la sortie d'une librairie où il savait qu'elle se rendait souvent. Lorsqu'elle le vit, Claire ne montra aucun signe de surprise. Elle s'arrêta à quelques mètres de lui. « Vous m'espionnez maintenant ? Je voulais vous parler. Je n'ai rien à ajouter. »« Moi, si, » répondit-il calmement. Il lui proposa un café dans un lieu discret. Elle hésita puis accepta. Ils s'installèrent à l'arrière d'un petit établissement sans prétention. Anton prit le temps de la regarder. Elle avait les traits plus fermés qu'à l'accoutumée, mais ses yeux restaient d'une lucidité implacable. « Je sais ce que vous avez fait, » dit-il sans détour. « Je sais pourquoi vous êtes parti de Moscou. Je sais qui vous avez protégé. » Claire resta silencieuse. Elle s'attendait à ce moment. Ce qui l'étonnait, c'était l'absence d'attaque, de supériorité dans sa voix. « Vous auriez pu utiliser cela contre moi, » dit-elle finalement. « J'aurais pu, mais je ne veux pas. » Il sortit un document de son manteau et le glissa sur la table. C'était un mémo interne rédigé par une cellule diplomatique française. À la dernière ligne, il était indiqué « L'intervention non identifiée du personnel de la mission française a permis de préserver la stabilité d'une coopération bilatérale sensible. »
C'est vous, n'est-ce pas » insista-t-il. Claire regarda le papier, puis Anton. « À quoi bon le dire maintenant ?»« Parce que je comprends mieux, » répondit-il. « Je comprends pourquoi vous avez refusé de travailler à nouveau dans un cadre stratégique. Ce n'était pas un refus de l'ambition. C'était un refus du compromis. » Il reprit une gorgée de café. « Je vous ai sous-estimé, comme tout le monde ici. » Claire inspira profondément. Elle n'était pas habituée à ce ton venant de lui. Pas de supériorité, pas de manipulation évidente. Juste un homme qui, pour la première fois, admettait une erreur de jugement. « Et maintenant » demanda-t-elle. Anton s'adossa à sa chaise. « Maintenant, je veux réparer, ou, à défaut, reconnaître. » « Reconnaître quoi ? Que vous avez agi là où j'aurais probablement fermé les yeux, que vous avez risqué plus que moi, sans en tirer le moindre bénéfice, et que cela mérite autre chose que le mépris. » Claire posa ses mains sur la table, les croisa lentement. « Ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait pour qu'on m'en remercie, ni pour qu'on m'offre un poste. Je l'ai fait parce que personne d'autre n'allait le faire. » Un silence s'installa entre eux. Ce n'était pas un silence hostile. C'était celui qui suit une vérité qu'on ne peut plus ignorer. « Je veux organiser un événement, » reprit Anton, « avec les investisseurs russes, et je veux que vous en soyez, pas comme interprète, pas comme employé, comme partenaire. » Claire le regarda longuement. Elle ne répondit pas, pas encore, mais dans ses yeux il y avait quelque chose de nouveau. Pas de l'acceptation, pas encore du pardon, mais peut-être, pour la première fois, une forme de considération. Anton ne le savait pas encore, mais à ce moment précis, le rapport de force s'était inversé. Ce n'était plus elle qui devait justifier sa présence, c'était lui qui devait prouver qu'il était digne de l'avoir face à lui. Et pour la première fois depuis longtemps, Claire se sentit écoutée, non pas par obligation, mais parce que son silence était devenu trop lourd pour qu'on puisse continuer à le contourner. Le grand salon du pavillon Vendôme était préparé depuis l'aube. Rideaux lourds repassés, fauteuils alignés avec une rigueur militaire, lumière tamisée mais précise, et une équipe technique en coulisses répétant les enchaînements pour les prises vidéo et les traductions simultanées. Ce soir-là, Marchenko Industries recevait des investisseurs russes de haut niveau, des représentants d'intérêts privés mais puissants, à la frontière entre le monde politique et celui de la finance. C'était une opération stratégique pour Anton Marchenko, à la fois démonstration de force et tentative de redorer une image écornée par certaines alliances précédentes. Les accords en jeu dépassaient les 100 millions d'euros, et chaque mot, chaque geste, chaque regard allait compter. Mais ce qui occupait l'esprit d'Anton ce soir-là n'était ni la logistique, ni les chiffres. C'était une décision prise quelques heures plus tôt. Inviter Claire Dubois à monter sur scène en tant qu'interprète officiel. Il n'avait pas demandé son avis. Il avait simplement envoyé un message direct. « Si vous venez, le monde verra enfin ce que j'ai refusé de voir. » Claire n'avait pas répondu. Elle avait passé la journée chez elle, relisant les documents de la mission diplomatique, rassemblant dans son esprit les fragments d'un passé qu'elle s'était longtemps efforcée de contenir. Elle savait que cette soirée n'était pas simplement un événement professionnel. C'était un point de bascule, un moment où elle pourrait reprendre la parole devant ceux qui avaient cru qu'elle s'était effacée à jamais. À 19h30, la salle était pleine. Les convives arrivaient vêtus de leurs costumes les plus coûteux. Les conversations roulaient entre Russes, Anglais et Français, et la tension flottait dans l'air comme une nappe invisible. Anton saluait, serrait des mains, faisait mine de sourire, mais ses yeux glissaient régulièrement vers l'entrée. Il ne savait pas si elle viendrait. Il savait seulement qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait pour qu'elle ait une place. À 20h pile, Claire entra. Elle portait une robe noire simple, sans bijoux, les cheveux attachés, le regard droit. Elle traversa la salle sans un mot, sans détour, et s'approcha de la scène comme si elle avait toujours appartenu à cet espace. Les conversations cessèrent lentement. Une vague de silence se propagea. Certains la reconnurent. D'autres demandèrent à voix basse qui elle était. Anton descendit de l'estrade pour l'accueillir. Il ne dit rien. Il lui tendit simplement la main. Elle la serra. Le modérateur, un économiste russo-français connu, ouvrit la session. La première prise de parole fut confiée à un représentant du consortium d'investissement. Il parla pendant 10 minutes d'enjeux énergétiques, de fiscalité, d'innovation technologique. Puis, au moment de la traduction, Claire prit le micro. Sa voix était claire, posée, sans hésitation. Elle traduisait non seulement les mots, mais les intentions. Elle reformulait ce qui devait être reformulé, adoucissait ce qui devait l'être,
soulignait les points sensibles avec une précision chirurgicale. En moins de 5 minutes, la salle était suspendue à sa voix. Même ceux qui comprenaient les deux langues se taisaient, captivés par la fluidité, la maîtrise, la capacité rare à donner du sens au-delà du lexique. Anton observait. Il savait qu'il avait fait le bon choix, non pour l'entreprise, mais pour lui. Il avait reconnu un talent qu'il avait d'abord écrasé par réflexe de domination. Et ce soir-là, en la voyant reprendre sa place naturelle, il comprenait ce qu'il avait failli détruire. La session se poursuivit avec d'autres intervenants. À chaque prise de parole, Claire intervenait avec la même rigueur. Elle ne se contentait pas de traduire, elle pilotait, modérait, orientait le dialogue vers un équilibre. À un moment, un investisseur fit une remarque condescendante sur les fonctions féminines dans les négociations internationales. Claire traduisit littéralement la phrase, puis ajouta, sans changer de ton, une précision contextuelle. L'orateur souligne, sans doute ironiquement, les tensions entre représentativité et pouvoir réel dans les institutions actuelles. La salle eut un léger sursaut. L'homme comprit qu'il venait d'être exposé. Il n'insista pas. À la fin de la soirée, les signatures furent repoussées à un prochain rendez-vous, mais les accords étaient en bonne voie. Les analystes présents savaient que l'opération était une réussite, mais ce dont tout le monde parlait en sortant, c'était d'elle, de cette femme sortie de l'ombre, de cette présence inattendue, de cette maîtrise absolue. Dans les coulisses, Anton s'approcha d'elle. Il n'y avait plus de tension, plus de rapport de force. « Vous avez été parfaite », dit-il simplement. « Je n'étais pas là pour ça. Je sais. » Il baissa un instant les yeux. « Vous m'avez rappelé que certaines compétences ne s'achètent pas et que certains silences sont plus puissants que tous les discours. » Claire prit son manteau prête à partir. « Je suis venue parce que je voulais que ce soit moi qui traduise. Pas pour vous, pour moi. Parce que je refuse que la dernière fois où j'ai parlé en russe soit pour me défendre. Je voulais que ce soit pour construire quelque chose, même si ce n'est pas pour moi. » Anton ne dit rien. Il savait qu'il n'avait plus rien à exiger, il pouvait seulement offrir. « Si un jour vous voulez bâtir quelque chose de nouveau, je suis prêt à vous suivre, » dit-il. Elle ne répondit pas. Elle le regarda simplement, comme pour mesurer la sincérité derrière ses mots. Puis elle sortit, laissant derrière elle une salle vide, un événement terminé et un homme différent. Ce soir-là, Claire ne retourna pas immédiatement chez elle. Elle marcha longtemps dans les rues de Paris, les talons claquant sur les trottoirs humides, son manteau refermé jusqu'au cou. Elle pensait à Irina, à Moscou, à la salle d'interrogatoire, au choix qu'elle avait fait. Elle ne ressentait pas de triomphe, ni de soulagement, mais quelque chose de plus rare, une forme de paix. Elle savait que rien n'était résolu, que le regard des autres changerait encore, que certains chercheraient à l'utiliser, à la récupérer, à la réduire. Mais ce soir, elle avait repris le contrôle de son récit, et c'était plus qu'elle n'osait espérer. La semaine qui suivit l'événement au pavillon Vendôme fut marquée par un tumulte silencieux au sein de Marchenko Industries. Les retombées positives de la soirée avaient dépassé les attentes les plus optimistes. Les partenaires russes avaient salué non seulement l'organisation, mais surtout la qualité des échanges. Dans les rapports internes, le nom de Claire Dubois apparaissait à plusieurs reprises, désigné comme l'élément clé ayant permis une fluidité rare entre les délégations. On la décrivait comme une spécialiste aux compétences diplomatiques de très haut niveau, capable de maintenir l'équilibre même dans les situations les plus tendues. Pour Anton, c'était une victoire, mais une victoire teintée d'incertitude. Il avait passé les jours suivants à réfléchir à ce qui devait venir ensuite. Il savait que Claire n'allait pas revenir à son poste précédent. Ce ne serait ni juste ni cohérent. Mais il savait aussi qu'elle n'accepterait pas une promotion ordinaire, ni un poste fabriqué pour flatter son ego. Elle ne voulait pas d'une place. Elle voulait qu'on reconnaisse son choix, qu'on respecte son refus de compromis. Un matin, elle se présenta à l'immeuble de la holding, sans convocation. Son badge avait été réactivé depuis la soirée, mais elle ne monta pas aux étages habituels. Elle demanda à voir Anton. Il la reçut immédiatement. Elle entra dans son bureau avec calme. Il se leva. « Je suppose que vous venez pour parler de ce qui vient après, » dit-il. « Non, je viens vous rendre ceci. » Elle posa son badge sur la table. Anton le regarda sans le toucher. « Vous partez ? » ?»« Oui. Vous pourriez rester. Créer quelque chose ici, avec moi. » Claire le regarda, droite.
Vous m'avez offert une scène, je vous en remercie. Mais ce n'est pas parce qu'on est enfin visible qu'on est respecté. Il hocha lentement la tête. Je vous ai manqué de respect, je le reconnais. Mais ce que vous avez fait l'autre soir, ce que vous avez construit en une soirée, peu de gens en sont capables. Vous avez transformé une opération commerciale en un moment de confiance entre deux cultures qui ne se comprennent pas. Vous avez le pouvoir de créer un pont durable. Je veux bâtir quelque chose avec vous. Claire l'écoutait sans réagir. Elle avait déjà pris sa décision. Je sais ce que vous voulez, dit-elle. Et je comprends que votre proposition est sincère, mais vous êtes encore dans la logique de gagner, de récupérer, de me faire entrer dans un système que j'ai quitté pour des raisons précises. Je peux changer les règles. Peut-être, mais je ne veux pas jouer. Un silence s'installa. Anton baissa les yeux vers le badge, puis il les releva. Je suis en train de fonder une structure indépendante, une société de médiation interculturelle. Un vrai projet. Ni diplomatique, ni commercial. Un espace d'échange entre communautés, entre langues, entre histoires. Une plateforme pour ceux qu'on n'entend jamais. J'ai les financements, j'ai l'espace. Il me manque une direction, je vous offre de le diriger. En vos termes. Claire le fixa longuement. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, elle vit dans son regard une absence totale de stratégie. Il ne cherchait pas à la convaincre. Il proposait, simplement. « Ce que vous décrivez est noble, répondit-elle. Mais je ne suis pas certaine que vous compreniez ce que cela implique. Ce n'est pas une entreprise. C'est une responsabilité. Alors vous êtes la seule personne que je connaisse capable de l'assumer. » Elle sourit, un sourire léger, sans promesse. « Peut-être, mais pas ici. Pas avec ce nom sur la porte. » Anton comprit. Elle ne refusait pas l'idée. Elle refusait l'étiquette, l'association à son image. Elle ne voulait pas d'un rachat. Elle voulait renaître à sa manière, dans un cadre qu'elle aurait défini, avec des fondations qu'elle aurait choisies. Il acquiesça. « D'accord, alors faites-le, créez-le. Et si un jour vous avez besoin de ressources, vous savez où me trouver. » Claire reprit son sac, salua d'un signe de tête et quitta la pièce. Elle ne retourna pas à son ancien appartement. Elle se rendit dans un centre de coworking où elle avait ses habitudes lorsqu'elle travaillait ponctuellement comme traductrice freelance. Elle ouvrit son ordinateur, rédigea un document conceptuel d'une 20aine de pages. Plateforme d'accès culturel et linguistique pour personnes en mobilité. PACLIM. Elle y exposait les objectifs, les publics cibles, les moyens, les risques, les indicateurs de réussite. Elle n'y mettait pas son nom en première page. Pas encore. Elle passa les jours suivants à rencontrer des anciens contacts, professeurs de langue, membres d'associations, juristes, travailleurs sociaux. Tous furent surpris de la voir réapparaître sous cette forme. Mais tous comprirent rapidement la solidité de son projet. Ce n'était pas une revanche. Ce n'était pas une revanche contre Anton ou contre l'entreprise. C'était une affirmation. L'un de ses anciens amis lui dit, lors d'un rendez-vous, « Tu as mis longtemps à émerger. » Elle répondit, « Ce n'est pas moi qui ai émergé. C'est le silence qui a craqué. » Pendant ce temps, Anton suivait de loin. Il n'envoya pas d'email, pas de message, pas de nouvelles propositions. Il attendait. Non pas un retour, mais une direction. Il avait appris à reconnaître qu'on ne force pas les choses essentielles. Le nom de Claire Dubois circulait à présent dans des cercles très différents. ONG, université, institutions culturelles. Non pas comme la femme qui avait parlé russe à un milliardaire, mais comme celle qui avait su quitter, refuser, tracer. Ceux qui l'avaient ignorée autrefois cherchaient maintenant à la contacter. Elle ne répondait qu'aux messages qui ne comportaient ni flatterie, ni offre déguisée. Elle ne voulait pas être utilisée. Elle voulait être écoutée. Un mois après avoir quitté Marchenko Industries, Claire donna une conférence à la Maison des Métallos sur la médiation linguistique dans les parcours migratoires. La salle était pleine. Des femmes, des jeunes, des traducteurs, des anciens collègues, des anonymes. Elle parla sans notes, debout devant le public avec la même voix calme que celle utilisée dans le bureau d'Anton le premier jour. Elle ne raconta pas son histoire. Elle parla de justice, de voix invisibles, de dignité. À la fin, une étudiante lui demanda « Qu'est-ce qui vous a donné la force de reprendre la parole ?» Claire répondit simplement « J'ai compris que me taire protégeait les autres, mais me détruisait. » Ce jour-là, elle ne reçut ni bouquet, ni trophée, ni médaille. Mais plusieurs femmes vinrent la voir pour lui dire qu'elles voulaient, elles aussi,
créer des espaces où l'on pourrait exister sans se justifier. Et pour Claire, c'était suffisant. Les feuilles mortes tapissaient les trottoirs parisiens quand Claire Dubois reprit possession de son destin. Après la conférence à la Maison des Métallos, les jours succédaient aux nuits sans qu'elle ne se sente diminuer. Ce fut dans ce creux du temps, entre la fatigue des voyages et l'élan de son projet, que la reconstruction commença. Elle avait quitté Marchenko Industries, mais elle n'avait pas quitté Paris. Elle avait loué un petit bureau lumineux dans le 11e arrondissement, un lieu modeste mais chaleureux, vitré sur la rue, avec un vieux parquet grinçant et des murs nus. Elle l'aménagea avec ce qu'elle possédait, une table de bois stable, 2 chaises confortables, une étagère qu'elle avait recyclée et des livres, beaucoup de livres, en russe, en français, en anglais, qui la rassuraient, comme si les mots pouvaient tenir lieu de fondation. Elle ne cherchait pas le luxe. Elle cherchait juste un espace où sa voix ne serait pas interrompue. Elle baptisa l'espace Ponts et Langues, pas de nom clinquant, pas d'allusion à la puissance de son ancien employeur, juste une invitation implicite à construire des ponts entre ceux qui parlent différentes langues, ceux qu'on n'écoute pas, ceux dont on ignore l'histoire. Son premier projet officiel fut une série d'ateliers gratuits destinés aux femmes migrantes russophones vivant à Paris. Traduction. Créer un lieu où elles pourraient raconter, échanger, partager sans être jugées, où le russe serait entendu, respecté et non raillé ou ignoré. Elle contacta des responsables associatifs, des bibliothèques municipales, des mairies d'arrondissements concernés. Elle parla de son idée avec humilité, sans exagération. Ateliers littéraires, séances de conversation, médiation linguistique pour l'aide administrative, aide à la traduction de courriers officiels, de certificats, de démarches de naturalisation. Elle réussit à obtenir quelques subventions publiques, des dons privés anonymes et le soutien d'une ONG locale œuvrant dans le domaine de l'inclusion linguistique. C'était peu, mais suffisant pour commencer. Chaque atelier avait lieu 2 fois par semaine, dans une salle prêtée par une mairie au matin, quand la lumière tombait en biais à travers les fenêtres anciennes. Les participantes arrivèrent timidement au début. Certaines parlaient peu le français, d'autres étaient discrètes, marquées par le regard des autres. Claire les accueillait toujours à la porte, leur offrait du thé, leur demandait comment elles étaient arrivées là, ce que signifiait pour elles « parler ». Dans ces moments, Claire ne parlait pas de ses propres sacrifices. Elle les écoutait. Elle traduisait quand c'était nécessaire. Et peu à peu, les langues se délient. Des récits de voyage, de fuite, de solitude, mais aussi de résistance, de culture préservée, de chansons, de souvenirs d'enfance. Le russe se mêlait au français, parfois au roumain, à l'ukrainien, à d'autres langues de l'Est. Des échanges simples, vrais. Parallèlement, Claire organisa des formations pour des traducteurs indépendants, des bénévoles associatifs, sur ce qu'elle appelait la traduction responsable. Ce n'était pas seulement la fidélité aux mots, mais au sens, au non-dit, au contexte culturel. Elle enseignait comment ne pas trahir une histoire en traduisant une phrase, comment anticiper les malentendus, comment respecter les personnes derrière les mots. Elle invitait d'anciens collègues diplomates, des experts en linguistique, des interprètes reconnus, à venir partager leur expérience. Elle leur demandait souvent comment réconcilier ce qu'on veut dire avec ce que l'autre peut entendre. Tandis que ces ateliers prenaient de l'ampleur, Claire commença à être sollicitée pour des interventions plus larges, des conférences universitaires, des tables rondes sur l'interculturalité, la médiation linguistique, la justice des langues. Elle fut invitée à collaborer avec des services publics, hôpitaux, guichets administratifs, écoles, associations de migrants. On lui demandait de sensibiliser le personnel à l'importance de la langue maternelle, à l'équité dans l'accès aux services publics, à reconnaître que ne pas comprendre un formulaire administratif, ce n'est pas un échec personnel, mais un échec du système. Elle refusa les contrats qui l'engageaient à être simplement un prestataire. Elle voulait garder l'indépendance, le contrôle sur ce qu'elle produisait, sur la manière. Elle écrivit, dimension silencieuse mais exigeante, une charte pour pont en langue, respect des personnes, non-exploitation, confidentialité, priorité aux voix invisibles, transparence dans les financements. Elle engagea aussi un petit comité consultatif, constitué de participantes de ces ateliers, de traducteurs, de travailleurs sociaux, pour que les décisions ne soient pas imposées, mais co-construites.
Anton suivait ses évolutions de loin. Il assistait à des conférences où elle intervenait. Il recevait des retours élogieux. Peu à peu, il réalisa qu'il n'était plus dans une dynamique de pouvoir. La dynamique qu'il avait lancée avait évolué, et Claire avait construit quelque chose de solide, autonome. Quelque chose dont il sentait que même ses propres tentatives de le rejoindre, de collaborer, étaient désormais délicates, non par hostilité, mais par respect et par différence de trajectoire. Un jour, quelques mois après le lancement, Pont & Langue organisa un colloque « Voix invisible, langue rendue ». Une journée entière destinée à donner la parole aux personnes qui, chez elles ou dans leur histoire, avaient été forcées au silence linguistique. Migrants, exilés, travailleurs souvent ignorés, enfants d'immigrés. Elle coordonna les interventions d'avocats, de professeurs, de psychologues, d'interprètes. Elle présenta des panels où l'on discutait des effets des barrières linguistiques sur la santé, sur l'accès aux droits, sur la dignité. Ce colloque attira l'attention des médias locaux et nationaux. On fit des reportages. On parlait de Claire Dubois, de sa plateforme, de son projet, mais encore une fois, elle refusa que l'on mette son nom en avant comme un trophée. Elle disait « Ce n'est pas ma victoire, c'est celle de ceux que j'ai vus émerger ». Dans ce processus de reconstruction, Claire ressentit parfois la fatigue. Reconstruire exige de porter les histoires des autres, de recevoir leurs douleurs, de réapprendre à croire que la langue peut sauver ce que le silence a abîmé. Elle connut des moments de doute, craindre que son projet reste confidentiel, marginal, ou soit récupéré. Elle redoutait surtout de perdre la sincérité qu'elle avait forgée dans l'ombre. Mais contrairement à la première phase de sa vie, elle ne portait plus seule la charge. Elle pensait à son comité consultatif, à ses participantes, à ses collaborateurs. Elle percevait que la reconstruction, pour qu'elle soit vraie, ne pouvait pas être un édifice solitaire. Elle invita quelques anciens collègues de diplomatie, certains qui avaient été effacés ou oubliés, à contribuer à la plateforme. Ils lui apportèrent expertise, ressources, visibilité. Elle accepta parfois des financements publics, à condition qu'ils viennent avec autonomie. Elle refusa ceux qui voulaient la lier à des attentes politiques ou à des usages commerciaux détournés. Et puis un matin de printemps, elle se réveilla avec une lettre sur la table, une récompense, un prix local de citoyenneté linguistique décerné par une municipalité d'arrondissement. Le nom de la récompense importait peu. Ce qui comptait, c'était qu'on la recevait non plus comme la femme qui parlait russe à un patron, mais comme celle qui permet aux mots d'exister pour ceux à qui ils étaient interdits. Ce prix, elle le reçut simplement, sans discours préparé, dans une salle municipale pleine de voisins, de participantes, d'enfants, d'amis récents. Elle parla quelques phrases sur la langue, sur la dignité, sur le respect. Elle ne pleura pas, elle ne cria pas, elle reconnut. C'était une reconnaissance modeste mais réelle. Dans les mois qui suivirent, Pont & Langue devint une référence dans plusieurs arrondissements de Paris, puis dans d'autres villes de France. Des institutions vinrent rechercher ses conseils pour les formations en médiation linguistique, pour la formation des fonctionnaires, pour l'inclusion de langues minoritaires dans les services publics. Claire vit son projet grandir, s'inscrire dans un réseau. On lui proposa de documenter ses méthodes, de publier. Elle accepta en tant que co-autrice avec des membres de la communauté. On l'invita à diriger un atelier à l'École des hautes études en sciences sociales où elle donna une leçon sur éthique de la traduction au-delà du mot. Quand elle repensa à ce moment dans le bureau d'Anton, quand il l'avait invitée sur scène, quand elle avait refusé d'être simplement une interprète, Claire comprit que la reconstruction ne signifiait pas seulement revenir, ce signifiait renaître selon ses propres termes et vivre selon une vérité qu'elle avait toujours portée, même dans le silence. La salle de réception de l'ambassade de France était baignée d'une lumière dorée, filtrée par les lustres anciens et les grandes fenêtres donnant sur les jardins taillés avec rigueur. Ce soir-là, se tenait un événement discret, sans faste ostentatoire, mais chargé d'un symbolisme profond. La remise d'un hommage à un réseau de traductrices bénévoles qui, au fil des années, avaient soutenu des femmes en situation de vulnérabilité à travers l'Europe. Parmi les invités, anonymes pour la plupart, figurait désormais un nom que certains connaissaient et que d'autres allèrent découvrir ce soir-là, Claire Dubois. Elle était arrivée avec la même sobriété qu'à son habitude. Pas de robe somptueuse, pas de caméra, pas d'interview. Juste une tenue élégante, fonctionnelle, et cette attitude droite, stable,
presque silencieuse qui était devenue sa signature. Elle n'attendait rien de particulier. Elle ne savait pas exactement pourquoi on l'avait conviée, sinon pour représenter l'initiative Ponce et Langue. Mais dès son entrée, elle sentit qu'il se passait autre chose. Les regards se posaient sur elle avec respect, mais aussi avec une forme de reconnaissance plus intime, plus marquée. Vers la fin de la cérémonie, alors que les discours officiels touchaient à leur terme, un modérateur monta sur scène pour annoncer une dernière intervention. Il évoqua brièvement une dette morale envers celles qui ont agi dans l'ombre pour rendre la lumière possible, et invita une intervenante surprise à s'avancer. Le silence se fit plus dense. Une jeune femme se leva au fond de la salle. Claire la vit sans la reconnaître d'abord. 25, peut-être 26 ans, cheveux foncés attachés avec soin, regard déterminé. Elle s'approcha du micro avec assurance, sortit un petit papier de sa poche, le déplia lentement et lut. « Mon nom est Irina Lobanova. Je suis née à Saint-Pétersbourg. J'ai grandi dans une famille où le mot vérité était dangereux et où parler signifiait souvent perdre quelque chose. À 20 ans, j'ai été utilisée dans une affaire diplomatique qui m'aurait détruite. Ce soir, je suis diplômée en relations internationales et je suis ici pour rendre hommage à celle qui m'a sauvée. » Le souffle de Claire se coupa brièvement. Elle ne s'attendait pas à ce nom. Elle ne s'attendait pas à ce visage, changé par le temps, mais resté familier dans ses traits les plus sincères. Irina continua. Elle n'a jamais demandé de reconnaissance. Elle n'a jamais raconté ce qu'elle avait risqué. Elle n'a même pas prononcé mon nom une seule fois, après avoir quitté la Russie. Mais sans elle, je ne serais pas là. Elle a choisi de parler quand personne ne le faisait, de traduire l'inaudible, de dénoncer sans que personne ne la pousse. Ce choix l'a conduite à tout perdre. Ce choix m'a permis de vivre. La voix d'Irina tremblait à peine. Elle poursuivit. J'ai mis des années à comprendre ce qu'elle avait fait pour moi. Des années à devenir assez forte pour pouvoir lui dire « Je ne vous ai pas oublié. Ce que vous avez semé en moi, je le fais vivre chaque jour. Dans mon travail, dans mes engagements, dans mes traductions. Vous m'avez appris que la langue n'est pas une barrière, c'est une promesse. » Irina descendit de la scène et s'avança vers Claire, qui s'était levée, les bras le long du corps, les yeux fixés sur elle. Lorsqu'elles se trouvèrent face à face, Irina la prit dans ses bras. Ce fut un geste simple, long, sans pause. Une étreinte réelle, chargée d'années de silence, d'exil, de mémoire partagée. Un murmure parcourut la salle. Certaines personnes connaissaient désormais toute l'histoire. D'autres comprenaient à peine ce qui se jouait devant eux. Mais tous voyaient. Il ne s'agissait pas d'une reconnaissance professionnelle. Il s'agissait d'une restitution humaine, d'une justice intime, invisible pour les tribunaux, mais essentielle pour les deux femmes qui s'enlaçaient au milieu d'une assemblée soudain bouleversée. Après ce moment, Claire ne parla pas longtemps. Elle ne fit pas de discours. Elle remercia simplement. Puis elle s'assit, le regard calme, les mains posées sur ses genoux. Dans sa tête, les souvenirs se bousculaient. Les couloirs de Moscou, les dossiers qu'elle avait lus en cachette, le risque calculé, la nuit où elle avait effacé ses traces. Et maintenant, Irina, debout, forte, brillante. Ce n'était pas une revanche, ce n'était pas une réparation, c'était autre chose. Une ligne droite entre deux moments d'une vie, tendue comme un fil que personne n'avait vu se tisser. Lorsque la cérémonie prit fin, plusieurs personnes vinrent la saluer. Des femmes qu'elle avait formées, des traducteurs qui suivaient son travail, des fonctionnaires de la diplomatie qu'elle avait croisés jadis sans qu'ils sachent qui elle était. Tous lui parlaient avec le respect dû à une mémoire retrouvée. Elle les écoutait avec patience, sans jamais prendre le dessus. Elle savait que cette reconnaissance-là n'était pas une élévation. C'était un retour d'équilibre. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle s'apprêtait à quitter l'ambassade, elle croisa Anton Marchenko dans le vestibule. Il portait un manteau sombre, attendait un taxi. Ils échangèrent un regard. Il s'approcha. « Je savais qu'elle reviendrait », murmura-t-il. Claire répondit sans détour. Elle n'est jamais vraiment partie. Elle attendait juste de pouvoir le faire en sécurité. Anton hocha la tête. Il ne proposa rien, ne demanda rien. Il savait que la boucle était bouclée. Pas par lui, par elle. « Vous avez fait ce que personne ici n'aurait eu le courage de faire », ajouta-t-il. « Et vous l'avez fait sans jamais chercher à ce qu'on vous en remercie.
C'est peut-être pour ça qu'on le fait aujourd'hui. Claire sourit, doucement. Ce n'était pas du courage, c'était une nécessité. Puis elle sortit. Dans la rue, l'air était frais. Paris bruissait au loin, mais autour d'elle, il n'y avait que calme. Elle marcha vers la station de métro, sans se presser. Ce soir-là, elle ne rentrait pas simplement chez elle. Elle rentrait dans une vie où ce qu'elle avait fait, ce qu'elle avait choisi, était enfin à sa juste place, au cœur d'un récit qui ne demandait ni héros, ni sacrifice, mais simplement de la vérité. Et pour la première fois, Claire sentit que tout avait eu un sens. Non pas un sens glorieux, mais un sens nécessaire. Elle n'avait pas été vengée, elle n'avait pas été célébrée. Elle avait été vue. Et c'était, en fin de compte, tout ce qu'elle avait toujours demandé.